en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, Salam Alek, d'Anthony Tassan Jésus Tassan, traduit du tamoul par Laetitia Ibanez, aux éditions Zulma en 2025. Ce roman à double entrée retrace le destin d'un homme, immigré tamoul d'origine sri-lankaise, fracassé entre deux mondes. Le Sri Lanka dévasté par la guerre civile et la France, où il se réfugie, mais où il peine à survivre. D'un côté, l'adolescence brisée par l'enrôlement forcé, les massacres et les disparitions. De l'autre, la survie précaire d'un réfugié sans papier, enchaînant contrôle de police, petits boulots et humiliations, incapable de trouver sa place. Ce roman, en miroir, fait ressentir de manière éblouissante la violence de l'histoire, la honte et l'aliénation de l'exil, qui est également linguistique, reconstituant une vie où la guerre et l'errance se répondent sans fin. Maman ne parlait plus de me faire émigrer. Sans terrain à hypothéquer, son projet ne risquait pas d'aboutir. J'allais rester au pays, pourtant elle ne m'exhortait même plus à continuer mes études. Je crois qu'elle avait laissé derrière elle tous ses rêves de vaisseau volant. Elle me disait maintenant d'apprendre le métier auprès de papa. Je me suis exécuté pour lui faire plaisir. La première leçon portait sur la mesure védique du temps. 1 minute dure 6 respirations. 1 heure dure 60 minutes. Un jour humain dure 24 heures. Une année humaine 365 jours. 15 heures, 31 minutes et 15 secondes. Une année divine dure 360 années humaines. Un cycle cosmique dure 12 000 années divines, soit 4 320 000 années humaines. Le premier âge du monde, l'âge d'or, a duré 4 800 années divines, soit 1 728 000 années humaines. Le deuxième, l'âge d'argent, 3 600 années divines, soit 1 296 000 années humaines. Le troisième, l'âge de bronze, 2 400 années divines, soit 864 000 années humaines. Le quatrième, l'âge de fer, 2100 années divines, soit 402 000 années humaines. La succession de ces 4 âges forme un cycle cosmique. Une journée du dieu Brahma compte 1000 de ces cycles, marqués par les règnes successifs de 14 rois originels. Un jour de Brahma compte 2000 ères cosmiques. 1000 pour la journée, 1000 autres pour la nuit. Une année de Brahma dure 360 jours divins. Son espérance de vie s'élève à 100 années divines. Nous vivons actuellement dans l'âge de fer. Ce dernier s'inscrit dans le 28e cycle cosmique et le règne de Valvasvata, le 7e roi originel. Pour déterminer un moment propice, d'après les critères fournis par l'almanach astrologique, le jour lunaire vaut 1 point. La demi-journée 2 points, la longitude lune-soleil 3 points, la maison lunaire 4 points, la semaine 8 points, la conjonction des astres 16 points, l'ascendant 100 points. Le moment où tous ces éléments sont favorables et où les planètes se trouvent bien disposées vaut 10 000 points. L'enfant venant au monde, l'action effectuée lors d'un moment faste comme celui-là sont vouées à la réussite. L'influence du soleil, de Jupiter et de Vénus est forte pendant la journée, celle de la Lune, de Saturne et Mars pendant la nuit, celle de Mercure, du nœud ascendant de la Lune et du nœud descendant de la Lune pendant la nuit comme pendant la journée. Mon père avait beau déployer des trésors de patience, je n'assimilais rien. Gébarani, mon village, la lumière rouge, la mer de Palali m'écrasaient la cervelle et transformaient ma tête en pot plein de pus. Ma participation aux examens de fin d'année s'est soldée par un échec dans toutes les matières, sauf en tamoul et en anglais. Félix Master m'incitait à repasser les épreuves toutes les fois qu'il me croisait à la buvette. Je me contentais d'opiner du chef,
mécaniquement. Je n'allais même plus à l'école. Combien de temps pouvez-vous garder vos cauchemars en tête? Je ne savais pas comment je parvenais à faire durer les miens au-delà des mesures védiques. Ma sœur rampait sur la plage comme un varan blessé, entrait dans la palmeraie, grimpait aux arbres. Ce rêve se solidifiait, se transformait en cailloux sanglants qui roulaient dans le pot de pus. Je passais mes nuits sans sommeil dans la mangrove autour du pont jeté, là où les gens des îles abandonnent leurs chatons. Les chats sauvages, mes compagnons d'errance, m'accompagnaient en miaulant. Ils bondissaient pour lécher les gouttes de sperme qui tombaient sur les feuilles de palétuvier lorsque je me masturbais entre les buissons. Le matin, je dormais jusqu'à sentir le soleil me brûler le derrière, puis, vers 10 heures, j'allais rejoindre grand-mère Valipillaya. Elle cuisinait maintenant pour nous deux. Le repas, modeste, se composait d'un curry de légumes et de riz achetés au magasin d'État. Après la fermeture de la buvette, je faisais monter ma parente dans le bus avec 2 bonbonnes d'eau potable, puis je revenais, pas à la maison, mais chez Sivam le casse-pied, dans le centre du village. À l'époque, le quartier commerçant de Mandativu comprenait en tout et pour tout 2 fois 2 magasins placés en vis-à-vis. D'un côté de la rue se trouvait l'épicerie de Sivam et le garage à vélo de Palapa. De l'autre, le magasin d'État et le magasin après coutant des Tigres tamouls. Cette cabane, toute neuve, abritait 4 ou 5 combattants du même âge que moi. Ils passaient leurs journées à l'intérieur, mais partaient le soir, monter la garde au carrefour de Mandativu. Le groupe devait se partager un fusil. Je me demandais comment ils pourraient se tirer d'affaire si les militaires du fort de Jaffna venaient à passer sur le pont. Les Tigres étaient alors le seul groupe indépendantiste implanté sur notre île. Sivam avait toujours 4 ou 5 personnes assises sous son porche pour bavarder avec lui. Quand l'épicier se retrouvait seul, il alpaguait les passants, leur tenait la jambe et leur cassait les pieds, d'où son surnom. C'est dans ces circonstances-là que je l'ai connu. Sivam était un homme trapu et noirot, toujours vêtu d'un pagne et d'une chemise blanc, qui lui donnait l'air pimpant d'un jeune marié. Ses cheveux bouclés, séparés par une raie médiane, lui arrivaient à l'épaule. Il ornait son front d'un petit point de pâte de santal. Une simple table séparait son porche de l'intérieur de la boutique. L'épicier passait lestement d'un espace à l'autre, en sautant par-dessus. Depuis l'ouverture du magasin des Tigres, il s'insurgeait devant tous ses clients contre leur concurrence déloyale. Je ne sais pas à quoi ils jouent. Quand le magasin d'État vend à 8 roupies, eux, ils vendent à 5. Et moi, bordel, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Ils ont dû la voler quelque part, leur marchandise. Honnêtes comme des singes, combien de temps je vais les regarder faire leur tour? Un jour, Lagan, une petite frappe, m'a insulté alors que nous étions sur la plage. Je n'ai pas su riposter. Consumé par le désespoir, je suis allé trouver Sivam. « Patron, une lame de rasoir, s'il vous plaît. »« Pourquoi faire? Monsieur n'a pas de poil au menton. »« Pour m'ouvrir les veines, ai-je répondu en lui montrant mon poignet. Il m'a remis l'article en m'ordonnant de ne pas rester devant la boutique et de me couper ailleurs. J'ai fait ce qu'il disait, puis je suis allé trouver grand-mère. Je suis entré dans la buvette, le poignet tout sanglant, annonçant que je m'étais fait mal. Dire la chose m'apportait un soulagement supplémentaire. « Pourquoi tu t'es fait ça, Tambi ?» s'est affolée grand-mère. « Il y a un type qui m'a insulté sur ma caste. Laisse-le dire, ce tamoul d'hier. Et c'est pour ça que tu t'es entaillé ?» Grand-mère a désinfecté ma blessure au marc de café. La vieille dame allait sur ses 70 ans. Elle comptait me confier son affaire l'année suivante et prendre sa retraite chez Maître Motachi. C'était une nouvelle rassurante pour ma mère, qui craignait que je ne rejoigne un mouvement indépendantiste tamoul. Elle envisageait déjà de vendre un bijou pour agrandir la buvette. Mais mon père n'était pas de son avis. « On a encore une fille, rappelait-il, et il faut la marier vite. Son horoscope de naissance n'est pas terrible. On va nous demander une dot énorme en compensation. » Le 9 juin 1986, la circulation s'est interrompue sur le pont jeté. Un pêcheur qui avait fini son travail est venu nous dire « Les militaires sont sortis du fort. Ils sont à l'entrée de Jaffna. » Cette situation se produisait quelquefois. Les soldats faisaient une manœuvre à l'extérieur et le pont fermait jusqu'à ce qu'ils soient rentrés. Vers 11 heures, grand-mère nettoyait les épinards, les 2 jambes étendues par terre. J'écoutais les feuilles, assis à côté d'elle, et comme d'habitude, je la faisais raconter des histoires.
Elle avait 30 ans quand son époux avait créé la buvette. À l'époque, c'était une simple cabane en panneaux de feuilles de palme. Le pont jeté n'existait pas encore. Il y avait seulement un remblai de pierre qui reliait l'île de Velenaï à celle de Mandetivu. On faisait le chemin à pied et de là, on rejoignait Jaffna en barque. Comme il y avait toujours foule au carrefour de Mandetivu, les affaires allaient bon train. Le couple avait fait reconstruire la buvette en dur au bout d'à peine 10 ans. Mais son homme était mort 1 an plus tard, en revenant de course à Jaffna. La barque qui le ramenait avait pris trop de passagers, si bien qu'elle s'était renversée en mer. L'époux de grand-mère avait trouvé la mort aux côtés de 26 autres personnes. Comme les naufrages de ce type arrivaient souvent, les autorités envisageaient de construire un pont pour attacher Jaffna aux îles de la lagune. Les habitants de Velenaï Centre voulaient que l'ouvrage relie leur île à Arali, une île située au nord de Jaffna, tandis que les habitants de Velenaï Sud et de Mandativu demandaient à ce que le pont relie Mandativu à Jaffna même. Les deux parties s'étaient finalement retrouvées dans un temple de Ganesh, situé à mi-chemin des deux zones, pour demander l'avis du dieu. Les cartes tirées devant son image avaient indiqué sa préférence. Un pont qui relierait Mandativu à Jaffna. On avait construit l'ouvrage en 1960 avec un tronçon mobile à la sortie de Jaffna pour permettre aux bateaux de passer. Grand-mère était encore en train de raconter cette histoire quand un énorme vrombissement retentit. Je suis allé voir dehors. 2 avions pareils à des points rouges tournaient dans le ciel. Le premier est passé au-dessus de ma tête, puis a brièvement survolé le pont jeté au niveau de Velenaï Sud quelques secondes plus tard. L'ouvrage explosait dans un fracas assourdissant. Le deuxième avion a décrit un cercle, puis, glissant sur un nuage, est descendu à pic sur la buvette. J'ai crié « Grand-mère, le bombardier arrive, couche-toi tout de suite !» Et j'ai sauté dans l'eau pour me tapir contre une pile du pont. Un bruit formidable a retenti, comme si les eaux se fendaient. La fumée m'a enveloppé, les tuiles de la buvette se sont envolées comme des plumes rouges avant de retomber dans la mer. Je suis remonté sur le pont jeté. Le mur est de la buvette s'était éboulé. Les habitants de l'île, venus enlever les décombres, n'ont pu dégager le corps de grand-mère que dans l'après-midi. Elle gisait en morceaux, les intestins à l'air. Des chats, flairant l'odeur de la chair, ont envahi la buvette. Nous avons enveloppé les restes de grand-mère dans des feuilles de bananier que nous avons transportées jusqu'à son île en charrette. Le lendemain, avant l'aube, des coups de feu éclataient près du carrefour de Mandetivu. Je suis allé voir ce qui se passait. 3 jeunes tigres se tenaient devant le temple, tandis qu'un de leurs camarades, posté sur les ruines de la tour de Radio Ceylan, tirait par intermittence. Les soldats, sortis nuitamment du fort, avaient pris le carrefour de Mandetivu au petit matin. Les tigres leur opposaient depuis le village toute la résistance dont ils étaient capables. En tirant d'ici, pensais-je, ils peuvent tuer des chats de la mangrove, mais pas des militaires. J'ai demandé aux combattants si l'armée allait pénétrer dans le village. Les garçons m'ont répondu formellement par la négative. Mais nous n'avons pas tardé à apprendre que les soldats avaient fait une incursion au sud de l'île. Vers 3 heures du matin, 32 pêcheurs, originaires des environs de Jaffna, étaient arrivés à Mandativu sur un bateau nommé Pure Lumière. Ils avaient jeté leurs filets tout près des côtes et attendaient sur la plage le moment de les retirer. Seul le chef de l'équipe, Gilbert, était resté sur le bateau. C'est à ce moment qu'un hors-bord transportant des soldats, vêtus de noir, avait surgi dans les ténèbres. Les militaires avaient mis les pêcheurs à genoux, puis les avaient massacrés à l'arme blanche. 31 corps gisaient entassés sur le sable, dont celui de Félix Master. Ses yeux fixaient le vide avec mélancolie. Un seul homme avait survécu au raid, Gilbert, qui avait sauté du bateau pour nager jusqu'à Jaffna. Les habitants, terrorisés, s'attroupaient autour des corps. Quand les tigres sont arrivés sur les lieux avec leurs fusils, le diacre les a suppliés. « Allez-vous-en par pitié. Si on a des problèmes, on s'en occupera nous-mêmes, avec l'aide de Saint-Pierre. » En lisant, en écrivant.
le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.